Bonjour, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, à Lila Gombe, dans le cadre de nos rencontres de jeudi numérique. Aujourd'hui, c'est un jeudi en particulier, c'est dans le cadre de la fête du livre. Nous allons parler avec Vincent Henry, qui est auteur, qui est aussi propriétaire de l'édition Bulle Info, la boîte à bulles. Okay? Il va nous parler de la bande dessinée traditionnelle versus bande dessinée numérique. Vincent, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, ce que je voudrais d'abord expliquer, c'est que en fait, le numérique a profondément changé le métier d'éditeur, et pas seulement avec les histoires de livres numériques et de livres papier, mais que ça a tout changé dans le métier. Mes prédécesseurs, quand ils voulaient faire un livre, il fallait qu'ils reçoivent les pages des auteurs. Il fallait qu'ils les préparent à la reprographie avec des analyses de couleurs une par une, cyan, magenta, jaune, noir, de façon très compliquée. Les maquettes des livres étaient faites souvent avec des lettres découpées, des choses très, très manuelles. Les auteurs arrivaient chez les éditeurs avec leurs planches sous le bras, avec un grand carton comme ça. Et c'était un processus très très artisanal. Moi, j'ai démarré ma maison d'édition en 2003. Et déjà à l'époque, on était entré de plein pied dans l'ère numérique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes... les scanners étaient généralisés. Un scanner A3, il est très très cher à l'époque et maintenant ça vaut plus très cher. Mais j'ai toujours monté ma maison d'édition dans ce contexte numérique. C'est-à-dire que on a utilisé depuis le début des logiciels tels que Photoshop. À l'époque, je sais pour les plus anciens d'entre vous, on utilisait un logiciel qui s'appelait Quark Express. Et on faisait les maquettes déjà entièrement informatiquement. Le débit était moins fort, donc à l'époque on envoyait beaucoup de CD. Donc les auteurs envoyaient leurs pages souvent sur CD, puis sur DVD. Mais tout était fait informatiquement. Mais par exemple, des fois c'était les imprimeurs eux-mêmes qui généraient les PDF. Voilà. Mais voilà, tout était déjà fait. Enfin, pas l'auteur après lui, il peut travailler sur ordinateur ou il peut travailler manuellement. Mais moi, en tant qu'éditeur, dès le début, j'ai toujours travaillé sur une chaîne numérique. Je n'ai pas les compétences pour faire du graphisme à la main. Voilà. Et du coup, les coûts de préparation des livres sont bien inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant. Donc il y a des gens qui faisaient des choses manuelles et on avait ce qu'on appelait un reprograveur qui préparait les fichiers et ensuite dans les imprimeries les gens utilisaient des films. D'accord, les vieux livres, ils ont des films qui correspondent à chacune des couleurs, le cyan, le jaune, le magenta, le noir, qui étaient mis sur les machines. Aujourd'hui, on envoie à l'imprimeur un PDF. Ce PDF est passé dans une machine qui le vérifie. On a un bon à tirer numérique et même plus papier. Donc très rarement maintenant on regarde du papier. Et à partir de ça, ils font des plaques. Mais des plaques qui sont mises directement sur la machine et qui sont réutilisées, qui ne sont pas matérielles. Il n'y a pas un film qu'on garde dans un meuble, d'accord. Donc moi, dans ma maison d'édition, j'ai pas un seul film transparent, alors que les vieilles maisons d'édition, ils ont plein de films transparents, d'accord. Donc moi, si j'ai pu faire ça, si j'ai pu monter cette maison d'édition, c'est grâce à toute cette révolution numérique. Avant, une bande dessinée, parce qu'une bande dessinée, c'est un objet souvent en couleur, c'est un beau livre en fait, c'est presque un livre de photos, hein, mais vendu au prix d'un roman. Donc, les gens trouvent les bandes dessinées chères parce que ça se lit vite, mais si vous regardez l'objet lui-même,
ça ressemble à un livre de photos qui est vendu, alors chez nous, un livre de photos c'est vendu 45 €, une bande dessinée est vendue 15 €, quoi. Ouais. Donc on est vraiment sur un objet, si on avait trop de frais, ben, on ne pourrait pas le vendre à ce prix-là. Donc la révolution numérique elle-même nous a permis d'exister. Sans cela, on ne pourrait pas. Maintenant, on peut imprimer des livres des livres couleurs à 1500, 2000 exemplaires. Avant, il fallait en tirer plus, d'accord ? Parce que le temps de calage de la machine d'impression, le temps passé à préparer les fichiers était beaucoup plus long. Et du coup, pour arriver à avoir des prix un peu corrects, il fallait lancer des quantités de 3, 5, 6, 10 000. Quand j'étais enfant, une bande dessinée, les gros éditeurs n'en faisaient pas si elles ne vendaient pas au moins 12 000 exemplaires. Aujourd'hui, même des gros éditeurs font des livres parfois à 3 000 exemplaires. Et tout ça, c'est vraiment la révolution numérique qui l'a permis. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de CD qui se baladent. On a des serveurs FTP, on a des choses comme ça. Ou sinon, on utilise WeTransfer de temps en temps. Mais voilà, tout est dématérialisé. Pour autant, on a encore des auteurs qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. Alors, ils savent utiliser une messagerie informatique, hein, bien entendu. Mais on a des auteurs qui viennent à la maison, parce que ma maison d'édition est chez moi en fait. Hein. Ils viennent à ma maison et où je les croise à Paris, ils me donnent leur page et on va scanner nos pages nous-mêmes. D'accord ? Donc on a encore des auteurs qui font tout de façon très traditionnelle. Et quelque chose d'amusant, c'est que quand vous regardez les bandes dessinées qui sont vendues par des Congolais ici, quand la couleur est informatique, ils aiment montrer que leur couleur est informatique. Vous voyez, on voit le côté un peu métallique, un peu effets spéciaux des couleurs dans les livres des auteurs congolais. Alors qu'en Europe, en France en particulier, ce type de couleur, on aimait ça dans les années 2000 quand c'était nouveau. Et aujourd'hui, la plupart des couleurs dans les bandes dessinées sont faites informatiquement. Quelques-unes sont faites encore à la main. Mais quand les couleurs sont faites informatiquement, on essaie de cacher que c'est informatique. On essaye de faire un rendu très proche du rendu manuel. D'accord ? Donc l'outil informatique, maintenant, est utilisé pour faire des choses qui ressemblent à des choses manuelles. D'accord ? Je vais vous montrer 2-3 petits livres. J'ai mes lunettes où ? Ah, voilà. Si je vous montre ce livre-là, par exemple, Majnoun et Leili, ça c'est le réseau, hein, désolé. Je suis bien connecté là. Vas-y, ça c'est ouvert pourtant. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait manuellement. D'accord. L'auteur, en plus, lui est autonome et m'envoie donc ses pages déjà scannées. Donc ça, c'est quasiment du travail d'enluminure, comme dans les vieux livres. Mais ça, c'est manuel. Alors, on va faire plus simple. Là, on est sur de la couleur informatique. Alors là, ça se voit un peu, hein, mais couleur très pop. D'accord. Quelque chose à savoir d'ailleurs, c'est que une des difficultés de notre travail, c'est que les couleurs des auteurs sont parfois plus riches que ce que peut reproduire le cyan, magenta, jaune, noir. D'accord ? Quand vous prenez le spectre de toutes les couleurs qu'on peut dessiner, le cyan, magenta, jaune, noir n'en reproduit qu'une partie. C'est plus compliqué
Les écrans sont en RVB. Et en fait, on a plus de couleurs en RVB qu'en cyan, magenta, jaune, noir. Et on a beaucoup d'auteurs qui travaillent leurs couleurs en RVB. D'accord? RVB, c'est votre ordinateur travaille en RVB. Et quand vous ajoutez des couleurs, ça fait blanc. D'accord? R plus B, si vous en mettez tout, vous avez de la lumière, vous avez du blanc. En CMJN, si vous rajoutez du cyan, du magenta, du jaune et du noir, à la fin, vous avez du noir. D'accord? Plus vous avez de pigments sur un papier, plus ça assombrit. Et du coup, on a aussi une difficulté sur le numérique, qui est que les auteurs nous envoient parfois des choses qu'ils croient très belles sur leur écran, et que nous, quand on le transforme en cyan, magenta, jaune, noir, ça fait du noir. D'accord? Si vous faites des ambiances, vous voyez, très sombres sur écran, avec la lumière, ça passe. Quand vous commencez à le mettre sur papier, ça fait du noir. Donc on est obligé de dire aux gens de faire attention à ça et de les prévenir que certaines couleurs qu'ils font, qui sont très belles, ne seront absolument pas rendues de la même façon dans le livre, et que donc on va trahir leurs couleurs à cause des possibilités techniques du cyan, magenta, jaune, noir. D'accord? Donc ça, c'est pour l'aspect création. Le numérique, l'ordinateur utilisé pour la création. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie des auteurs, etc.? N'hésitez pas. Hein. Non. Donc, nous, de base, quand on envoie un livre à l'impression, on l'a en numérique, on l'a en PDF. Du coup, sur des livres récents, les proposer en numérique sur Internet, ça ne coûte quasiment rien. D'accord? Puisqu'on a, on a le document d'origine et on n'a pas en plus de coût de papier. Quand on vend un livre papier en Europe, les libraires ont le droit de vous rendre les livres qu'ils n'ont pas vendus. Donc quand vous imprimez un livre à 2000, 3000 exemplaires, déjà vous pouvez le garder parce que personne n'en veut. Ça, je pense que tout le monde dans le monde entier a parfois des livres qui restent sur les étagères. Mais en plus, même si les libraires ont acheté les livres, il se peut qu'au bout de 2-3 mois, ils vous rendent les livres. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez imprimé vous avez demandé au libraire combien il voulait de livres avant que le livre ne paraisse. Ils vous disent ah, nous on en prend 2000. Vous imprimez à 2500 ou 3000 exemplaires pour répondre à la demande des libraires. Et en fait, au bout de quelques semaines, ils vous renvoient les livres. Donc vous avez imprimé 3000 livres et vous en avez vendu 500 en fait. Donc ça, c'est de l'argent perdu. Hein. Et c'est des livres qu'on va pilonner. Voilà. Un livre qui n'est pas vendu en librairie, on ne peut pas le vendre ailleurs. Et si on le vend moins cher ailleurs, les gens ne vont plus acheter qu'ailleurs moins cher. Donc, du coup, un livre qui se vend vraiment très mal, il est pilonné. On réutilise le papier pour faire de la pâte à papier. Mais le livre en lui-même, il n'existe plus. D'accord? En numérique, on n'a pas ce problème. En numérique, on met le fichier à disposition et il est vendu ensuite par des sites de type Amazon, de type Kobo, de type Udrive, Ubooks, etc. Et ces sites proposent aux gens plein de livres numériques et le lecteur, il va payer soit à l'exemplaire, soit à l'abonnement pour pouvoir lire des livres. D'accord? Donc ça, en théorie, c'est hyper séduisant. Parce que ça ne coûte rien. Et en plus, le livre, il est disponible partout dans le monde entier. Donc un Congolais qui ferait ça, ils le font d'ailleurs, son livre peut être lu dans le monde entier. D'accord? Donc en théorie, c'est hyper intéressant. Sauf qu'un des soucis, c'est que les gens sur Internet, ils n'aiment pas payer. Quand vous surfez sur Internet,
Vous lisez plein de choses, vous regardez plein de vidéos, et c'est très rare que vous payiez. D'accord ? Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet et que les gens ne lisent pas. Vous avez beau être sur Internet, vous avez beau être sur plein de sites marchands, en fait, vos livres ne sont pas forcément vendus. Donc aujourd'hui, en bande dessinée, 99% du chiffre d'affaires de la bande dessinée est fait sur la bande dessinée papier. Le numérique ne représente que 1 seul % des ventes de bande dessinée. Moi, je fais ma société, donc on publie 20 livres par an à peu près. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 1 million d'euros en librairie. Donc sur ces 1 million, ma société ne touche que 450 000 euros. Le reste, ça va chez le libraire, chez d'autres personnes. Voilà. Et après, il faut payer l'impression, les auteurs, les salariés. Et le numérique, l'argent que je touche, que touche ma société, c'est à peu près 8 à 10 000 euros. Vous voyez la différence ? Alors, il y a un moment où ça s'est pas trop mal passé. C'est quand les opérateurs téléphoniques, ont offert des abonnements avec leur forfait téléphonique. Donc, si on regarde historiquement, il m'a envoyé ça, c'est ça, où est-ce qu'il me l'a envoyé ? Voilà. En fait, ça, c'est le chiffre d'affaires de la boîte à bulles en bande dessinée numérique depuis 2017-2018. Donc en 2017, on n'en faisait pas. Donc on gagnait 0. En 2018, on s'y est mis un tout petit peu. Parce qu'on a rejoint un groupe plus important qui avait l'habitude de faire ça. Donc on a mis à disposition des fichiers à partir de 2019. Et on a vu que ça faisait pas mal d'argent au départ. Puisqu'on a gagné 15 000 euros. Alors en plus, ces 15 000 euros, je vous ai dit, il y a 0 frais supplémentaires dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de stockage, il n'y a rien. Donc on était très contents. On partageait ces 15 000 euros à 50-50 avec les auteurs, mais ça nous faisait 7 000 euros de marge, ça faisait de quoi payer quelques mois de salaire. Et on pouvait se dire que ça allait augmenter. Sauf que ce que vous voyez sur les années suivantes, c'est que progressivement, les opérateurs ont arrêté d'offrir des abonnements avec leur forfait, de les inclure dans leur forfait. Et du coup, le chiffre d'affaires s'est mis à baisser. On s'attendrait à l'inverse. On s'attendrait que les gens lisent de plus en plus en numérique. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas envie de payer. 1. Et 2, en Europe, les gens aiment le livre. Les gens aiment avoir, surtout pour la bande dessinée, pouvoir feuilleter, et le livre est un objet vraiment. J'en ai pas pris des livres à moi là, mais vous voyez, quand on fait un livre, non. Il y a un vrai rapport à l'objet, la couverture, la 4e. Vous avez vraiment comment sont faites les pages de garde. Voilà. Il faudrait que je prenne un bouquin à moi pour vous montrer un peu les beaux objets qu'on fait parfois, mais chez les lecteurs de bande dessinée, il y a un plaisir du livre, un plaisir de l'objet, un plaisir du rayonnage chez soi, d'avoir des étagères avec des livres dedans. Ce qui fait que en fait, le numérique baisse. Voilà. Et il baisse alors même que certains des sites, par exemple YouScribe, etc., ils travaillent justement pour offrir des livres aussi dans le monde entier et par exemple en Afrique, ils sont très présents. Et on pourrait se dire pareil qu'en Afrique, il y a des gens qui vont acheter des livres. Nous, on a pas mal de livres qui parlent d'Afrique, faits par Didier Kassai, qui est de Centrafrique. J'ai des livres de Cash. Donc j'ai des livres vraiment... J'ai un livre qui s'appelle Mbote Kinshasa, donc, fait par Cash, qui est un Tembo Cash qui habite ici. Donc on pourrait penser que
la lecture sur écran va intéresser. Et en fait, pas vraiment. Parce que ici, les gens n'ont pas l'habitude trop de lire et de lire des livres, moins qu'en Europe. Et en plus, il y a tellement de contenu gratuit sur Internet que faire la démarche de payer, c'est pas complètement évident. Voilà. Donc, c'est pas très grave pour nous que ça baisse parce qu'on n'a pas de frais, encore une fois. Mais ce n'est pas l'Eldorado dont tout le monde parlait. À un moment en France, il y a eu une dispute avec les auteurs pour se partager le gâteau, pour dire quelle est la part qui va revenir aux auteurs, quelle est la part qui va revenir aux éditeurs. Et les auteurs ont fait des grèves, ont fait des choses très fortes, parce qu'ils pensaient que ça allait devenir énorme. Tout le monde pensait que ça allait devenir énorme. Les formations de métier du livre, donc à la faculté, hein, les gens qui font des études de métier du livre, maintenant c'est souvent marqué métier du livre numérique. Sauf qu'en fait, le livre numérique, alors en roman, je pense que c'est plutôt 5 à 10%. Hein. Donc c'est quand même plus important. Aux États-Unis, c'est plus important aussi. Aux États-Unis, les gens lisent plus sur Internet. Mais en Europe, non. Et d'ailleurs, Comixology, qui est un énorme site mondial dépendant d'Amazon, a des problèmes. En France, le plus gros site de bande dessinée qui s'appelle Isneo, ils ont des problèmes. Voilà. Ce qui marche sur Internet, c'est les livres coréens. Je trouve plus le nom là, mais faut que j'y arrive. Les livres coréens, ça s'appelle des. J'ai un trou, excusez-moi. Et en fait, les Coréens font des bandes dessinées qui se lisent en scrollant. Donc des bandes dessinées qui se lisent en défilant c'est écrit complètement en vertical. Et merci. Merci beaucoup. Et du coup, ces bandes dessinées-là, je suis désolé, je ne trouve plus le nom, j'ai honte, se lisent beaucoup sur Internet. Et ça, c'est gratuit, sauf qu'ils ont un système assez intelligent qui est de dire que si vous voulez lire en avance le numéro suivant, il faut payer. Donc imaginez, vous avez lu 10 épisodes, vous aimez la série, et vous avez le numéro 11 qui apparaît sur votre site, et on vous dit « Ah, il faut payer 1 euro pour le lire, sinon tu attendras un mois. Ah ». Et du coup, ce modèle-là marche assez bien. Parce que les gens sont devenus addictés à ces choses-là. Et du coup, alors, j'essaie d'en trouver sur Internet quand même. Ah, c'est les webtoons, excusez-moi, ça y est. Non. Ça s'appelle des webtoons. Donc ça, en fait, c'est fait directement pour l'informatique, pour l'ordinateur. Ah bah si, il y a une BD faite par moi, c'est l'immeuble d'en face. En bas, à gauche. Complètement. Ouais, ça c'est la première bande dessinée, la troisième bande dessinée qu'on ait publiée en 2003. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez plein de contenus qui paraissent. Faut que ça monte. Voilà. Donc là, ça c'est des bandes dessinées qui sont faites directement à ce format-là, que vous allez voir, et qui sont faites pour être lues en ligne. Voilà. Voyez. La différence de la bande dessinée qui se lit de gauche à droite, ou de droite à gauche quand c'est un manga, là on est dans une lecture complètement verticale.
Voilà, et vous lisez. Voilà. Et donc le principe c'est si vous voulez l'épisode suivant plus tôt, il faut vous inscrire, il faut payer. Bon. Et l'autre revenu pour les éditeurs, c'est par exemple un gros éditeur qui s'appelle Delcourt en France. Les séries les plus connues, celles qui font des millions de vues, il les publie en papier. Et là, comme il y a des millions de gens qui l'ont lu, il y en a certains qui se disent « Ah tiens, j'ai envie de l'avoir en papier, de l'offrir, etc. » D'accord ? Mais les auteurs ne sont pas énormément payés pour ça. Souvent, ils s'autofinancent, entre guillemets. Ils font ça, et si ça marche, il y a de l'argent qui va rentrer. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux sur Internet en termes de bande dessinée. Ce sont ces bandes dessinées qu'on appelle coréennes, mais qui sont maintenant produites aussi partout dans le monde, en France, aux États-Unis, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui se vend comme bande dessinée numérique aujourd'hui. Vous voyez, nous, sur notre site, vous avez à chaque fois qu'il y a un livre, alors là, c'est un mauvais exemple, c'est ça ? Ouais. Oui, parce qu'il n'est pas encore paru, excusez-moi. Donc on va retourner sur Freud par exemple. À chaque fois, nous on propose le livre papier, encore. Là il y a plein d'informations parce que c'est moi. Hein. Donc on propose de l'acheter dans des librairies physiques ou à Amazon. Et on propose aussi le livre numérique qu'on peut acheter. Alors là, ça c'est parce que c'est moi. Hein. Moi, comme je suis connecté en tant qu'utilisateur, voilà. Vous voyez, le livre numérique, il existe déjà rien que sur mon site. Avance, mon grand. Et il existe déjà là. Donc, mettre une bande dessinée en ligne, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est un, de la faire voir, et deux, de la vendre. Voilà. Donc, au moins, nous, le fait d'être dans des sites, tels que Uscribe, etc., un des avantages, c'est de faire montrer nos produits. On sait que ça ne va pas nous faire de chiffre d'affaires, mais ça permet de montrer nos livres. Donc, si jamais des gens les voient, après, peut-être qu'ils vont les acheter en librairie, on ne sait pas trop. Mais il n'y a pas de débouché financier énorme sur l'Internet aujourd'hui pour la bande dessinée, à l'exception de ce que je vous ai montré donc, sur les webtoons. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question. Avec l'évolution, on dit souvent de plus en plus, les gens restent beaucoup de temps sur les écrans. Mais tout à l'heure, là, en expliquant, vous venez de dire que les gens préfèrent encore le papier. Et ce n'est pas contradictoire, ces deux affirmations-là. Alors, je pense que la population est divisée en différents groupes. Hein, et alors, par exemple, en France, même les jeunes regardent énormément d'animes, par exemple. Tous les mangas japonais sont à peu près devenus des animes sur Netflix, sur différentes chaînes. Mais quand une anime fonctionne bien à la télé, eh ben, le manga se vend. Le manga papier. Donc, en fait, les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que les jeunes sont contents de lire la version papier quand ils ont vu l'anime à la télé. Donc, ils passent beaucoup de temps sur l'écran, ils vont regarder toute l'anime et ils vont se faire acheter le papier. En plus, en France, les mangas, c'est 50% du chiffre d'affaires de la bande dessinée. On vend autant en manga, donc en bande dessinée japonaise, qu'en bande dessinée européenne. C'est énorme. Et en plus, le gouvernement a décidé que pour ouvrir les jeunes à la culture, il allait leur donner 200 € à 18 ans pour acheter des biens culturels. Et la moitié de cette somme, je crois à peu près, passe en manga.
Au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller au théâtre, au lieu d'acheter des romans, ils achètent du manga, du manga, du manga, du manga. Donc même les jeunes alimentent cette chose-là. Et en Europe, on a vécu un confinement assez dur dans les années 2020-2021. Et quand les librairies sont réouvertes, tout le monde a acheté des livres. Les gens en avaient ras-le-bol, je pense, d'être devant leur écran. Parce que pendant tout le confinement, s'ils n'avaient pas acheté de livres, ils ne pouvaient pas en lire. Et ils ont peur que les librairies ferment. Ils ont eu peur. Et du coup, l'année 2021, l'année 2021 était la plus belle année du livre en France. Et pas qu'en France, en Italie, c'est pareil. Les ventes ont été exceptionnelles. Les libraires ont fait des bénéfices monstrueux. Et certains éditeurs, malheureusement pas moi, ont fait des énormes bénéfices parce que tout le monde s'est rué chez les libraires. Voilà. Donc oui, les gens sont sur écran, mais par exemple, nous, on va faire des... Alors, ce qu'on va essayer, c'est de capter les gens sur écran. C'est-à-dire que on va... On va par exemple, nous on a un site sur lequel les gens peuvent tout trouver. Et on va aussi, puisque les gens aiment bien les animes, on va faire une bande-annonce numérique. Voilà, donc là, le livre sur les chasseurs de nazis, Beate et Serge Klarsfeld. On a un petit film fait par l'auteur qui présente le livre pour essayer de donner envie aux gens de l'acheter, quoi. C'est de l'animation très simple. C'est pas Disney, mais ça permet de bien comprendre, de rentrer dans le livre. Donc ça, c'est Beate Klarsfeld, qui est une femme allemande qui a épousé un Français d'origine juive, qui en 1968 est allée dans un lieu officiel. Donc voilà, en 68, est allée donner une gifle au chancelier allemand parce qu'elle reprochait au chancelier allemand d'être un ancien nazi. Voilà. Donc on fait ça par exemple puisque les gens sont sur leurs écrans pour leur donner des choses à regarder. Ah, c'est marrant parce que là ça a vachement bien monté. On est aussi sur Facebook. Il faut que je me connecte là. Qu'est-ce que c'est? Mince. Qu'est-ce qui lui arrive à Facebook là? Désolé. Puis d'ailleurs je vais regarder ça. Oh putain. Excusez-moi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui lui arrive là? C'est bien les sécurités, mais pas maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ah non, c'est sur mon téléphone. Oh là. Pardon. Je vais chercher sur mon téléphone. Ça va aller. C'est bon. Voilà. Ça va venir.
Allez mon garçon. Ah non, 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 je t'ai donné ton code, non. Moque de moi là. Ça moque de moi là, je viens de valider là. Allez. Ah. Donc moi sur mon compte personnel, je vais parler de la boîte à bulles. Bon là je parle de Kinshasa. Euh, mais attends, sur mon compte personnel, je vais partager des choses. J'ai 2 fois le même post, un peu dommage. Voilà, donc là on a une vidéo sur un de nos livres. Ça c'est Angoulême. Et voilà, donc je partage ça à des gens. Et pour ma maison d'édition, donc on a 8000, presque 9000 personnes qui nous suivent. Et on va partager des contenus sur nos ouvrages. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de capter l'attention des gens sur leurs écrans. Et donc... Ah, il est gelé, il y a mon sac. C'est mon sac, hein, vous pouvez le pousser. Merci. Voilà. Une deuxième petite question. Toujours en rapport avec les écrans. Est-ce avec de plus en plus, ce sont le jeune qui aime les écrans. Aujourd'hui, c'est peut-être, je peux dire, ce sont les adultes qui s'accrochent encore au BD papier. Peut-être dans l'avenir, est-ce dans 50 ans, vous estimez que l'avenir du livre papier va encore exister avec le numérique qui prend encore de la place tout le jour dans... Ce qu'on observe aujourd'hui sur les jeunes avec les mangas, c'est qu'ils continuent à lire du papier et les livres jeunesse ne baissent pas non plus. Donc il y aura sans doute des usages différents, il y aura sans doute de plus en plus de ce qu'on a vu de webtoon ou équivalent, parce que c'est pareil pour le dessinateur, c'est-à-dire que vous êtes dessinateur, vous voulez publier, il faut trouver un éditeur qui met de l'argent sur la table, alors que le webtoon, vous le faites, vous le diffusez. Donc il y aura de plus en plus de contenu sur Internet. Pour autant, la tendance ne montre pas une fin du livre papier. À 50 ans, j'en sais rien. 50 ans, les gens ne sont pas encore nés. Donc comment ils seront demain? Est-ce qu'ils auront des choses greffées sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils liront directement sur leur poignet? J'en sais rien, quoi. Donc ce que je peux dire, c'est que moi, tant que je serai... j'ai 56 ans, donc il me reste 10 ans avant de partir à la retraite. Je pense que tant que je serai actif avant de partir à la retraite, il y aura encore des livres papier, ça j'en suis certain. Voilà. Mais déjà, ce que je disais au début pour ceux qui n'étaient pas là, le numérique a complètement bouleversé notre métier. C'est-à-dire que voilà, on peut aujourd'hui faire des livres en beaucoup plus petite quantité et on a même maintenant les tirages numériques, etc. On permet, il y a 20 ans, il y avait 300, 400 livres qui sortaient par an. Il y en a plus de 3000 maintenant, nouveautés. Donc voilà, et ça, une des raisons, c'est l'attachement des gens au papier. Et c'est la facilité offerte par tous les moyens numériques de création et de publication. Attention, j'ai peur qu'ils se prennent les pieds dedans. Bonjour. Je suis Fabrice Kibazola, je suis graphiste et communicateur visuel. J'aimerais savoir, avec cette avancée du numérique, il y a un point positif et un point négatif. Vous avez dit, du côté du livre numérique, ça ne marche pas trop. Avec l'avenir, pour ceux qui marchent, ça prend de plus en plus de la place. Pour le livre papier, il y a un danger où ça promet que demain, ça va exister toujours. Ma question va toujours dans le sens de ce qu'il a posé.
de savoir le livre numérique pour certains, pour ceux qui marchent, ça prend de plus en plus de la place. Mais pour vous, vous avez dit que ça ne marche pas trop. Pour le livre papier, mais non. Est-ce que ça représente un danger actuellement? En fait, vu que les gens aiment les choses gratuites sur Internet, je pense que par exemple, ça va prendre de la place quand vous allez lire Émile Zola, quand vous allez lire des gens qui sont tombés dans le domaine public. Donc il y a des gens qui... bon, l'avantage de la liseuse, par exemple, hein, mais la liseuse aujourd'hui fait pas d'encre couleur. Donc déjà pour la bande dessinée, c'est moins évident. Mais les liseuses, l'avantage, vous partez en voyage, vous avez 10 romans sur votre liseuse, vous n'avez pas 4 kilos dans vos bagages, d'accord? Donc ça, c'est un avantage lié à la liseuse. Et donc je pense que les pièces de théâtre de Molière ou les vieux textes qui sont dans le domaine public, eux, il y a un danger. C'est-à-dire que moi, je fais du théâtre. Quand je fais un texte de Feydeau, je ne vais pas acheter le bouquin, je vais regarder sur Internet. Parce que voilà, pour les livres qui sont sous droit et que du coup il faut payer aussi sur Internet, je pense que le mouvement sera, en France, en tout cas en Europe, sera très lent. Je pense que dans un continent comme l'Afrique, vu que le livre est moins présent physiquement, c'est peut-être une opportunité de développer un lectorat. Mais il faut que les gens soient lecteurs. Et donc la problématique, elle est de rendre les gens lecteurs. Et non pas, on a de plus en plus de contenu vidéo sur Internet, on a de plus en plus de choses où on n'a pas besoin de faire d'efforts intellectuels. Le contenu pouvant être de très bonne qualité, hein, je ne critique pas le contenu en tant que tel, mais il est plus facile toujours de sweeper et hop, tomber sur une vidéo et de la regarder avec les oreillettes tranquilles, que de lire un livre d'un auteur ou de lire de la poésie. C'est toujours plus facile d'être en visualisation passive qu'en effort de lecture. Donc, ce que je veux dire, c'est pour que le numérique concurrence le papier, il faut que, les gens se détachent du papier et que, ceux qui ne lisent pas aujourd'hui se mettent à lire sur écran. Et autant, il y a 10 ans, 15 ans, par l'Internet, on avait des gens qui lisaient de plus en plus de textes, parce que Internet était essentiellement textuel. C'était des photos et du texte. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu audio que la forme écrite elle-même régresse sur Internet. Enfin, mais j'ai travaillé pour des web télé en 2002. Il y avait 15 personnes qui nous recevaient dans le monde parce que le débit était tellement petit avec, vous savez, les petits appareils, les petits modems là. Enfin, je parle de choses que certains n'ont jamais dû connaître. Je me rappelle chez moi, chaque fois que je branchais, ça faisait un petit bruit, là, ça cherchait le réseau. À l'époque, on pouvait passer que du texte en fait, et passer de la vidéo, c'était compliqué. Maintenant, il y a tellement de vidéos disponibles, etc., que, à mon avis, le combat n'est pas tellement entre le livre écrit, le livre papier et le livre numérique, mais entre la lecture de l'écriture, hein, ou d'une bande dessinée qui a quand même beaucoup de notions d'écriture quand même dedans, et la vidéo. Et voilà, est-ce que la vidéo va pas prendre tellement de place que les gens vont abandonner? Ou est-ce qu'on va avoir vraiment dans les pays des gens qui... Enfin, on l'a déjà, hein, mais des gens qui lisent de plus en plus. Dernièrement, dans les librairies en France, il y a moins de personnes qui viennent dans les librairies, mais ils achètent plus de livres. Donc on est encore sur un rétrécissement du nombre de personnes qui lisent, je pense, mais qui lisent de plus en plus parce qu'ils en ont ras-le-bol de l'Internet, quoi. Je crois que la moyenne de livres lus par les Français, c'est un demi-livre, un livre par an. J'imagine pas au Congo ce que c'est le chiffre. Mais en France, c'est moins de 1 par personne, je crois. Alors, ça m'étonne un peu d'ailleurs parce que la moyenne doit être un peu au-dessus, mais c'est peut-être la médiane. Enfin, vous voyez la notion. Hein, je pense que la médiane doit être à moins de 1. Enfin, elle a du mal à arriver à 1, quoi. 50% des Français ne lisent pas un livre par an, quoi. Donc, je pense qu'au Congo, ça va être 95%. Donc l'enjeu est plus de lecture au global que de savoir si la lecture elle est numérique ou papier. Je pense que hier on était avec des éditeurs congolais qui sont très contents de travailler avec YouScrab, etc. Mais bon, la conférence est terminée, j'ai pas eu le temps de leur demander combien étaient réellement les revenus sur YouScrab. Et après, même si vous êtes sur Internet, il faut que les gens vous trouvent votre livre à vous.
Donc nous, on a fait un livre là, un peu provocateur qui s'appelle L'homme pénétré, je n'irai pas dans le détail, qui est sur la sexologie. Comme par hasard, là, on a eu un buzz sur Internet. On a eu plus de 100 000 likes. 100 000. J'ai vu, moi, normalement, j'ai 80 likes. On monte sur le site Facebook, on peut monter à 200 likes quand on fait des choses sympas. 1000 likes quand on met de la pub, mais 100 000 likes. Voilà. Donc du coup, ce livre, il est visible partout. Parce que Combini, l'émission Quotidien en a parlé, 20 minutes, et tout ça, sur Twitter, et là, on a fait le buzz. Donc le livre est vu. Oui, oui, alors je l'ai pas amené ici. Je me suis dit que ça allait choquer, j'ai pas eu envie de choquer. Voilà. Ça part du constat que 50% des hommes ont a priori eu des jeux, même s'ils sont hétérosexuels, pardon, avec leurs copines, etc., de pénétration. Et du coup, ça part sur le rapport du couple, sur tout un tas de choses. Donc, mais c'est un livre qui plaît beaucoup en France, mais on a fait le buzz, voilà. C'est la photo que vous avez là. On a fait le buzz sur Télé Monte Carlo à l'heure de plus grande écoute. Donc, après, avec l'émission remise sur Internet, etc. Et ça permet au livre d'être vu, quoi. Mais voilà, pour moi, le numérique, l'usage du livre numérique ne se répandra que si les gens ont envie d'être lecteurs. Et si les gens voient le livre dont ils ont besoin, ils ont envie. Donc, les possibilités paraissent immenses. Et en fait, je suis assez mesuré sur l'impact du livre numérique. Quelqu'un a une question? Bonjour, c'est Michel Nsek. Ma question est celle-ci. Comment l'édition numérique a-t-elle affecté votre approche en matière de publication et de distribution des bandes dessinées? Alors, elle a failli impacter, et en fait, elle l'a pas du tout impacté. Alors, quand je vous ai montré les chiffres, là, quand on était en 2018-2019, on avait, donc avec des abonnements gratuits, mais qui nous rapportaient de l'argent, on avait des livres qui rapportaient des sous sur Internet de façon assez nette. C'est-à-dire que c'était pas énorme, mais on a des livres qui peut-être rapportaient 1500 € de droits sur Internet. Et du coup, on s'est dit, certains livres simples, certains livres d'humour, on pourrait peut-être les faire essentiellement pour les amortir sur Internet. Sauf que avec la courbe qui est partie à la baisse, et ben en fait, le seul livre qu'on pensait faire comme ça, on l'a fait en papier. Et on a essayé de le rentabiliser en papier. Parce que là, pour l'instant, aujourd'hui, pour un éditeur, il est impossible de rentabiliser l'investissement sur un auteur, parce que nous on paye les auteurs, on édite à compte d'éditeur et non pas à compte d'auteur. Hein. Éditer à compte d'auteur, ça veut dire l'auteur se débrouille, il paye et on l'aide. Nous on édite à compte d'éditeur, c'est-à-dire qu'on donne une avance à l'auteur, on lui donne des droits, et donc cette avance, il faut l'amortir, même si on est en numérique. Et du coup, on ne voit pas la possibilité d'amortir les frais sur un livre. Par contre, un individu qui serait refusé, aucun éditeur ne veut le publier, l'Internet est une possibilité de proposer son contenu. On a eu les blogs à une époque, vous avez les pages Facebook, les pages Instagram, vous avez plein de gens qui font des petites BD sur Instagram. Ça leur permet de se faire voir, mais voilà. Ce qui rapporte de l'argent, par contre, ce sont les sites de financement participatif. D'accord ? Les gens vont sur des sites, je ne sais pas si c'est très utilisé au Congo. Ils lancent un financement participatif et du coup certains auteurs et certaines petites maisons d'édition avant de sortir le livre le proposent à proposer à des gens de le subventionner, de le préacheter ou d'acheter des goodies ou d'acheter des choses, et du coup ils peuvent imprimer le livre avec cet argent. D'accord ? Donc on est sur une origine numérique. Mais l'objectif final de ces crowdfunding, en général,
c'est de faire un livre papier. Donc on revient encore sur le livre papier. Donc voilà, le numérique nous amène plein de choses en termes de communication, en termes de financement, en termes de facilité de conception du livre, mais pas de business pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour la parole. C'est Médel Diawa, je suis avocat. Alors, je voulais... c'est 2 préoccupations que je vais essayer de formuler sous forme de questions. C'est une réflexion. D'abord, c'est sur la question de la mobilité. Je me dis, avec les BD numériques, je pense que ça résout quand même un peu cette difficulté de mobilité pour se procurer un livre. Mais vous avez soulevé un point, par exemple, je ne sais pas si c'est en France particulièrement, vous avez dit que les gens vont peu dans les librairies, mais se procurent quand même plus de livres. Alors, ma question serait s'il faut essayer de formuler une question par rapport à ça, c'est de savoir est-ce que la mobilité joue-t-elle un grand rôle dans l'attraction que les BD numériques créent ou carrément il n'y a pas d'impact. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est une question qui est un peu, je dirais, écologique. À moins que je ne me trompe, je sais que pour produire du papier, l'une des matières provient des arbres, je crois. À moins que je ne me trompe. Alors je me dis, avec les besoins écologiques aujourd'hui, d'essayer de réduire tant soit peu tout ce qu'il y a comme problème causé par l'environnement. Parce que c'est pas mieux carrément de faire disparaître les BD traditionnels. Je ne sais pas, on exploiterait moins les arbres, à moins qu'il y ait d'autres matières qui produisent du papier que je ne connais pas, et carrément tout laisser sur le numérique. Ce ne serait pas une solution ? Alors, il faut savoir d'abord que je crois que quasi 100% des livres en Europe sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées socialement, etc. Donc en Europe, en tout cas. Alors, je ne dis pas au Brésil, je ne dis pas chez vous, hein, mais en tout cas chez nous, le papier provient effectivement d'arbres et de papier recyclé. Mais avec un soin plus ou moins sans doute bien fait de régénérer en permanence la forêt. Donc en Europe, la forêt ne recule pas avec le papier. Donc il y a une sorte d'équilibre. Alors quand les Chinois viennent en prendre, l'équilibre est peut-être un peu déstabilisé, ce qui est arrivé pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, les Chinois sont arrivés et ont acheté plein d'arbres, parce que les papeteries ne tournaient plus en Europe, ils en ont profité, ils ont tout récupéré. Donc derrière, après quand les papeteries ont redémarré, on a eu des problèmes. On n'arrivait plus à imprimer les livres. Il fallait attendre 3 mois, 6 mois pour imprimer les livres. Le problème de la mobilité, alors en France, on a 4000 librairies. D'accord ? Donc il y a 70 millions de personnes, on va dire 80 pour faire plus simple, donc ça veut dire qu'il y en a une pour 4000 personnes. Donc il y a des librairies partout en fait. Chez moi par exemple, Amazon, Fnac, etc. représentent 15 à 16% de mes ventes. Donc ils ne représentent pas tant que ça. C'est beaucoup, hein, 15%, c'est pas net. Mais les petites librairies de quartier, donc les petites dans les 4000, représentent 15% aussi. Donc le géant Amazon représente pour moi la même chose. Donc ça veut dire que les gens n'utilisent pas tant que ça Amazon en se disant ouais, j'ai la flemme d'aller chercher. Alors vous, quand vous traversez Kinshasa, ça vous coûte un bras parce qu'il y a des embouteillages qu'il faut prendre un taxi, machin, etc. pour aller chez le libraire. Nous, il y en a 4000 et le ticket de métro coûte $1,50. Par exemple à Paris, ce qui pour un Français est très 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 accessible. Donc il y a beaucoup moins ce problème d'accès. Donc ce problème d'accès, oui, se pose par contre pour effectivement tous les pays qui n'ont pas de librairie comme nous. Et ça, c'est tout à fait juste. Mais encore une fois, pour qu'ils aient... les livres, ils sont sur Internet aujourd'hui. Je veux dire, YouScribe, Isneo, ils sont sur Internet. Donc, pourtant, les chiffres sont ceux-là. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est... Si aujourd'hui on mettait tout sur Internet et uniquement sur Internet, les gens qui aiment le papier achèteraient plus le livre parce que ça ne les intéresserait pas d'avoir un truc numérique. Et il n'y a personne qui lirait en plus. Enfin, le problème est de recruter des lecteurs qui ne le sont pas aujourd'hui et qui veulent bien l'être sur tablette, etc. Vous savez,
Dans les musées à Paris, il y a des jours où l'entrée est gratuite. Et à votre avis, qui vient visiter les musées quand l'entrée est gratuite? Des profs, des cadres. C'est pas des employés à revenu modeste, c'est pas des ouvriers qui vont venir au musée parce que c'est pas dans leur culture, ils préfèrent regarder la télévision. Et c'est dommage parce que le fait que ça soit gratuit, ça devrait leur permettre de venir et ça serait d'être l'objectif parce que globalement c'est le gouvernement qui paye du coup, donc payer pour des cadres on n'a rien à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas de la solidarité payer pour des cadres. On a toujours ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui ont de l'argent qui utilisent ce qu'on met à leur disposition. Les gens qui n'en ont pas, ils se contentent de ce qu'ils ont. Enfin, c'est malheureusement vrai, quoi. Et du coup, c'est là où l'éducation joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'éducation, qui réussissent les études et qui vont en études supérieures, même s'ils sont d'un milieu modeste d'origine, ils vont s'ouvrir à la culture. Donc l'éducation a un rôle hyper crucial. Bon. Alors en Europe, alors, je sais pas, en France en tout cas, on trouve que malheureusement de plus en plus les gens qui font des longues études, des bonnes études, viennent de milieux favorisés. Donc malheureusement, même ça ne mélange pas. Mais pour gagner des lecteurs, il faut absolument que les enfants à l'école aient un plaisir à lire. Il faut qu'on leur fasse lire des choses qui leur fassent plaisir et qu'ils disent « Ah, j'ai envie moi aussi d'aller dans la bibliothèque, j'ai moi envie... » Parce que la médiathèque, c'est pareil. Hein, si on regarde la population qui vient ici, je suis persuadé que la plupart des gens qui viennent lire ici sont de familles plutôt aisées, plutôt cultivées. Or, c'est gratuit ou quasiment gratuit. Donc le problème est de développer la lecture chez tout le monde. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et chaque éditeur en tant que tel, c'est pas notre problème, mais au global, voilà. Enfin, il y avait un éditeur congolais qui disait qu'il vendait, il donnait ses livres avec les fruits et légumes, il vendait des livres dans des mariages, etc. Et que son but était de basculer les gens vers la lecture. Et je pense qu'il a 100% raison. Ok, moi j'ai une petite préoccupation. Alors, on se rend compte que sur tous les plans, il y a un souci. Il y a des contraintes au niveau de la lecture sur papier et même la lecture sur Internet. Aujourd'hui, le contenu qui est le plus suivi est plutôt la vidéo. Alors, sur cette base, quelle est l'option la plus rentable pour vous? Est-ce que, par exemple, vous utilisez tous les canaux quand vous sortez une BD pour plus rentabiliser, donc en termes de papier, en termes numériques et sur toutes les autres déclinaisons numériques, ou carrément, parce que là on se rend compte qu'en fin de compte, si on reste juste sur ces contraintes, apparemment la BD va disparaître même au niveau numérique, au niveau du papier. Alors, quelle est l'option la plus rentable pour vous en termes pratiques comme ça? Alors en fait, l'an dernier, la bande dessinée a vendu plus de livres que jamais. Donc, bon, moi, ma maison d'édition, on a vendu 60 000 hein, et je crois qu'ils en ont vendu 38 millions. Donc, elle n'est pas morte du tout. Et le manga est d'une vivacité folle. Par contre, effectivement, on essaie de faire feu de tout bois et de gagner, de donner de la visibilité et de gagner de l'argent pour l'auteur, pour la maison d'édition, de toutes les façons possibles. Et donc un de mes axes de travail actuellement, c'est de regarder à travailler avec des réalisateurs, des producteurs de films, des producteurs audiovisuels. Donc là, je viens de signer un accord avec un producteur de film pour adapter une des bandes dessinées en film, ce qui va nous permettre à la fois de gagner de l'argent, parce qu'un film, c'est des gros budgets, hein. Un film, c'est à 2 millions, 3 millions. Nous, une bande dessinée, le budget, c'est 20 000. Hein. Donc, et déjà, je suis un éditeur intermédiaire. Je ne suis pas un tout petit, je ne suis pas un gros. Vous pouvez faire une bande dessinée pour 4-5 000 euros, quoi. Donc, et un film, vous pouvez faire difficilement un film à moins d'1 million. Donc, on est dans une autre économie. Ma maison mère est en train d'essayer de produire elle-même des films audiovisuels pour que justement les revenus viennent de la vidéo qui se développe. Il y a des vidéos partout maintenant, il y a des plateformes, il y a même les chaînes Arte, certaines vidéos, certains documentaires sont plus vus sur YouTube que à la télé. Donc ce cross-média est en train de monter. Donc moi j'essaye de jouer la carte du cross-média. Et non, j'ai plus d'espoir dans le cross-média, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le même support, le même contenu
a évidemment des adaptations prêtes et disponibles sur vidéo et en bande dessinée. Donc je travaille avec plusieurs producteurs de documentaires parce que donc j'ai pas présenté ma maison d'édition en tant que telle, mais la boîte à bulles. Quand je caricature, je dis que ma ligne éditoriale, c'est tous les malheurs du monde. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse à un peu tous les problèmes sur la Terre. Donc on fait des livres intimistes, des livres documentaires, des livres de voyage, des livres historiques sur des grands moments de l'histoire, sur des personnages importants de l'histoire. Parfois avec humour, donc pas toujours dramatique, mais souvent, voilà, on va parler d'une grossesse, on va parler de la grossesse, on va parler de la dépression, on va parler de on va parler de la bipolarité, on va parler de la guerre en RCA racontée par un garçon, voilà, enfin, bon, des fois des histoires qui se terminent bien, mais voilà, c'est ça notre ligne éditoriale, et du coup. Je suis en train de draguer les producteurs de contenu audiovisuel, de documentaires en particulier, pour qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai des auteurs qui m'ont raconté des histoires très fortes et qui ont accès, soit qui l'ont vécu eux-mêmes. Donc, par exemple, j'ai une fille qui a cru aux ovnis. Voilà. Elle raconte comment elle en est venue à croire aux ovnis. Et du coup, le documentaire peut être intéressant, c'est-à-dire de montrer comment les fake news, comment le conspirationnisme peut s'inviter dans une vie, puisque croire aux ovnis, elle a cru réellement voir un ovni, mais maintenant, avec le recul, elle est convaincue qu'elle ne l'a jamais vu. Donc c'était de l'autosuggestion. Donc voilà, c'est intéressant, l'ufologie. Donc on a un producteur qui va essayer d'adapter ça. À l'inverse, si un producteur de documentaire a recueilli 100 heures de témoignages de quelqu'un et en a fait un film en 1h30, on a des chances que nous, dans les 100 heures de témoignages de la personne, on peut faire un livre de 180 pages qui va amener quelque chose de plus et de différent par rapport au documentaire. D'accord ? Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire nous, on a accès à une information, on a accès à des gens, on les prête, enfin, on les vend, on les partage avec un réalisateur de documentaire, ou inversement, le réalisateur de documentaire a accès à des informations intéressantes et du coup, il nous les partage. On a 2 projets qui sont en réflexion. On a un sur Bob Denard, donc vous connaissez Bob Denard malheureusement ici, avec le Katanga. Donc il y a un réalisateur de documentaire qui a eu son père a été quelque temps un mercenaire de Bob Denard, un homme de Bob Denard, et du coup ils l'ont emmené dans la cache où ils ont toutes les vidéos prises par Bob Denard, tous les papiers signés par Bob Denard. Il a par exemple 32 passeports à des noms différents, 32 passeports pour aller partout. Bon. Et ils ont fait un film de 52 minutes, donc on se dit que si là-dedans il y a vraiment des choses intéressantes à creuser, on peut peut-être faire un livre, voilà, par exemple, ou une autre personne. Il y a eu les attentats du Bataclan en France qui ont fait beaucoup de morts. Et il y a une réalisatrice qui est devenue amie avec la famille de Salah Abdeslam, qui est le seul survivant qui est passé en procès, et qui est devenue amie avec des ex-amis de Salah Abdeslam, en particulier un garçon qui l'a conduit à Bruxelles. Il l'a appelé, allô, viens me chercher, je suis en galère. Bon, il est allé le chercher, il l'a amené. Il lui a dit, mais où est ton frère ? Mon frère, il est mort à Paris dans les attentats. Bon, le gars a déposé Salah Abdeslam, il est rentré chez lui, il s'est dit, c'est bizarre, c'est étrange, quoi. Mais il n'a pas bougé, il s'est dit, je vais pas chercher les emmerdes, je dis rien, quoi. Et la police est arrivée une semaine plus tard et l'a arrêté, il a fait 2 ans et demi de prison. Et il n'avait aucune idée que Salah Abdeslam était radicalisé. Mais aucune. Il lui a raconté ses vacances en Turquie alors qu'il était en Syrie. Mais il lui a raconté des détails, qu'il avait dragué les filles à la piscine, que c'était génial, machin, etc. Et en fait, il s'est fait avoir complètement par Salah Abdeslam. Voilà. Donc cette fille, elle a gagné la confiance. Enfin, pour vous dire que le gars il a été condamné à 2 ans pour couvrir le fait qu'il l'avait mis en prison pendant 2 ans. Mais les familles des victimes lui serraient la main. Donc pour dire les familles de victimes considéraient que ce garçon-là était victime de Salah Abdeslam. En fait, Salah Abdeslam avait une double vie, quoi. Il avait les copains qui voyaient qu'il pouvait se radicaliser, à qui il en parlait, et ceux qui n'étaient pas radicalisés, avec qui il faisait la teuf, et il se montrait comme un jeune qui adorait faire la teuf dans les boîtes, quoi.
Et donc, cette réalisatrice a accès à ces personnages-là. Elle va faire un film de 52 minutes. Et on se dit qu'avec le producteur, ça serait peut-être intéressant de raconter l'histoire, par exemple, de ce garçon. Quand il est arrivé en prison, il a commencé à repenser à tout ce qu'il avait vécu avec son copain, tout ce que son copain lui avait raconté, et en se disant, mais en fait, j'ai rien vu, quoi. J'étais un gland, quoi. J'y ai cru, mais en fait... Et donc, il a repris toute sa vie avec son pote, et pour se dire, en fait, là, il s'est foutu de ma gueule. Ah, mais là aussi, etc. Et je trouve ça vachement intéressant d'avoir un mec dans sa prison qui réfléchit comme ça et qui revit toute sa vie en se disant, mais en fait, j'ai rien vu, quoi. Et qu'à chaque fois, voilà.
Merci